Trois sommets en 48 heures et une feuille de route pour la sortie de notre pays, le Togo, de sa crise socio-politique. C'est l'essentiel de l'actualité ayant marqué la semaine du 30 juillet au 5 août 2018. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans votre émission Actu 7 sur 7 sur la chaîne de l'Espérance. Revenir sur ces faits, c'est-à-dire l'actualité ou bien les grands sommets que notre pays a accueillis, c'est sur cela que nous allons nous atteler à travers les 55 minutes à venir. Je ne serai pas seul sur le plateau comme d'habitude, je serai en compagnie d'un invité. Il s'appelle David Ourna Niata, membre du parti Union pour la République. Monsieur Ourna Niata, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un grand plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Nous avons un jeu que nous faisons d'habitude, c'est faire connaître notre invité à nos téléspectateurs, qui est David Ourna Niata. Bien, c'est un exercice très difficile de se présenter. Ourna est sur le plan académique anthropologue de formation à l'université de Lomé. Il est spécialisé en gestion de projets et suivi et évaluation. Il a travaillé avec beaucoup d'organisations non gouvernementales. Il intervient comme expert de façon alternée auprès du bureau d'études européen GFA Consulting Group. Voilà, fait plein de trucs, promoteur artistique, producteur de films cinématographiques, directeur de société. Voilà, donc c'est ça, voilà. Sur le plan politique, bon, je suis... Je ne vais pas vous couper la parole, voilà. Mais on va revenir un peu en arrière. Votre enfance, ça s'est passé où et comment? Oui, j'ai passé une partie de mon enfance à Sokodé, où j'ai fait le cours primaire entre Sokodé. Vous êtes Non, je suis là en bas de Falais. J'ai vécu entre Sokodé, Atakpamé et Lomé, où j'ai passé mon cursus scolaire en partie. Et quels souvenirs gardez-vous de cette enfance? Oui, j'ai gardé un très bon souvenir, surtout à Sokodé, lorsque nous allions dans nos jardins potagers. Nous avions tous des espaces auprès de la rivière où chacun avait son espace de choux à des mains et puis tout. Nous prenions déjà très enfants à produire sur le plan agricole. J'avais mon champ de patates et en décembre, j'étais le plus fier parce que... il fallait vendre pour célébrer les fêtes de fin d'année. Et je n'oublie pas surtout les cueillettes de mangue. Ah ben... L'enfance est toujours marquée par cette période de où nous allons... Et nous avions des manguiers à la maison, mais on était tenté d'aller plutôt loin, dans la brousse, auprès de la rivière, là où vraiment c'était vraiment très dangereux pour cueillir les mangues. Surtout à Sokodé, où il y avait les mangues plantées par... les manguiers plantés par... les gens de la colonisation. Oui, bah, écoutez, ça ne nous intéressait pas trop. Nous préférions aller en brousse, en pleine forêt pour aller chercher des mangues. Vous voyez. Vous avez parlé de votre cursus. On va commencer. Le primaire, comment ça s'est passé? Très bien. À Sokodé et à Lomé, j'ai fait une partie à Lomé, une partie à Sokodé. J'ai eu mon CPD à l'EPP Pangalam 1 à Sokodé. J'étais troisième du centre. Félicitations. Voilà, donc, et ça s'est bien passé. Le collège? Le collège entre le CG Pangalam et le CG Beklikame à Lomé, le lycée Agbalepedo où j'ai obtenu mon bac ici. Voilà. Dans le temps, quand les gens venaient à Lomé, c'est peut-être ceux qui sont de l'intérieur, quand ils venaient à Lomé, c'est parce qu'ils ont eu le bac.
Mais vous... Non, moi j'ai vécu auprès de différents parents. Ça m'a permis vraiment de connaître plusieurs phases dans ma vie, ce qui me permet de m'adapter à toutes les communautés. Je n'ai pas du mal à vivre en milieu rural, je n'ai pas du mal à vivre en milieu urbain. Je m'adapte à tous les milieux parce que j'ai connu ces milieux-là au cours de mon enfance. Vous avez fait l'anthropologie. Pourquoi cette filière à l'université? C'est un choix motivé par le désir d'étudier, de connaître la société et de contribuer à son organisation et à son développement. C'est un choix. C'est un choix. Est-ce que c'est motivé par un passé? C'est motivé par quelque chose de particulier? Non, je crois, c'était même pas, quand je m'étais inscrit en anthropologie, beaucoup me demandaient, mais c'est pour faire quoi après? Et je n'arrivais pas à répondre. Moi, j'étais plutôt intéressé par cette science. Je voulais vraiment connaître, apprendre à étudier l'homme, apprendre à étudier la société, apprendre à construire et analyser les faits sociaux. Et donc c'était ça. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aimez la cinématographie. Ouais. Bon, on sait que cet aspect n'est pas trop développé. Comment vous y parvenez? Oui, justement, j'aime les défis. J'aime les défis. Depuis plusieurs années, j'ai accompagné les artistes sur le plan musical, théâtre, groupe de ballet, groupe de marionnettistes, etc. Et durant ce parcours, j'ai eu quand même à constater l'absence sur le terrain ici d'une industrie, d'une réelle industrie cinématographique. Et depuis un temps, je m'emploie à agir pour l'éclosion de cette industrie-là au Togo. J'ai fait venir, et ça je tiens à vous le dire, nous avons des compatriotes talentueux à l'extérieur qui ont fait des formations en cinématographie et qui produisent des films de très bonne qualité. Et nous avons essayé déjà des productions ici avec ces compatriotes-là et il y a beaucoup de projets en vue. Et le plus difficile, c'est la mobilisation des ressources, mais nous allons continuer par nous battre. Si quelqu'un nous suit actuellement et aimerait être acteur, est-ce que vous pouvez l'aider à assouvir sa passion? Non, être acteur, c'est pas mon travail. Vous savez, peut-être je suis dans la production. C'est vrai que j'ai fait une formation en réalisation et que je réalise des films thématiques d'entreprise et autres. Mais en termes de production de films, quand nous lançons un casting, une personne qui est intéressée se présente et le réalisateur, en fonction du film que nous voulons produire, fait son travail. Bien sûr. Voilà. Moi, je suis historien, mais vous êtes anthropologue et je sais que ce sont des sciences qui ne sont pas loin l'une de l'autre, mais nous savons que l'anthropologue doit vivre dans la cité ou bien dans la culture. Il doit s'imprégner de la culture comment l'appelle-t-on, de cette science ou bien de cette communauté qu'il veut étudier. Donc, comment vous y prenez? Oui, écoutez, c'est-à-dire c'est une formation que si vous l'acceptez vraiment, vous accompagne dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que dans la méthodologie de travail, dans la méthodologie d'analyse et de compréhension des problèmes, cette formation-là vous suit. Donc moi, je vis en société, je ne m'éloigne pas des gens. Quand je vais dans un village, je suis proche des communautés, je ne me sens pas différent d'eux, et ben voilà. Et quelle est la différence entre l'anthropologie et la sociologie? Parce qu'on tend à confondre un peu leur sujet, leur objet. Non, ce sont toutes des sciences sociales. Mais il y a une différence au niveau de l'approche méthodologique
Et vous savez, il y a plus une approche qualitative en termes de méthodologie au niveau de l'anthropologie. Et l'élément important également dans l'étude des faits sociaux, c'est l'observation participante dont procède l'anthropologie pour ressortir des éléments plus qualitatifs. Nous allons quitter l'université, on va parler maintenant de la politique. On vous a d'abord connu avec le chapeau du parti, l'Alliance de l'honorable Daoukou Péré. Qu'est devenu ce parti aujourd'hui? La maison existe. La maison existe, elle n'est pas habitée. Elle n'est pas habitée parce que nous avons choisi nous adapter, nous conformer à la transformation de l'environnement politique togolais. L'une des étapes importantes de cette transformation, c'est la dissolution du RPT et la création du Parti Uni. Nous avons pris le temps d'observer et d'analyser la vision, les idéaux de ce jeune parti, et à un moment donné, il fallait se décider. Donc l'objectif de l'Alliance, c'est juste combattre le général Eyadema et son parti? Non, pas du tout. Puisque le parti a été vidé juste après la création de... Pas juste après la création du Parti Uni, je vous en prie. Et après la création du Parti Uni, le parti a participé à des élections. Le parti a participé à l'élection législative de 2013. J'étais candidat dans la circonscription électorale de Doufelgou. C'est un processus. C'est un processus et ceci participe, notre action participe des échanges, des discussions profondes entre acteurs politiques sur l'avenir du pays. Donc il faut dire qu'avec les initiateurs, les fondateurs du parti Unir, nous avons eu des discussions sur une longue période qui nous ont permis à un moment donné de dire ok, nous pouvons quand même ensemble apporter quelque chose au pays. Nous pouvons ensemble transformer le paysage politique, amener les uns et les autres à faire la politique autrement qu'avant. Donc vos objectifs convergent? Alliance et Unir, les objectifs convergent? Oui, nous avons senti que nous pouvons composer dans la diversité. Ça aussi, c'est la force d'un parti. Vous pouvez travailler dans la diversité, mais l'essentiel c'est de s'entendre sur une forme d'idéologie, une conduite et bâtir ensemble. Voilà. Bâtir ensemble, et quel bilan pouvez-vous faire de cette alliance? Bon, l'alliance Unir, ça fait bientôt combien d'années? Et nous observons les évolutions qualitatives, nous observons également des défis à relever en termes d'exercice du jeu politique, et nous restons attentifs à ce qui se fait. Nos collaborateurs de Lomé à 5C participent activement en tant que militants à la vie du parti. Et nous restons soudés et observons, agissons pour que notre pays puisse présenter une nouvelle image. Voilà. Est-ce que c'est tous les membres et sympathisants de l'Alliance qui sont rattachés à l'Unir, ou bien c'est seulement la tête? Bon, je vous dis que la maison existe. La maison existe, sauf qu'elle n'est plus habitée comme avant. Et les habitants ont migré vers d'autres maisons. Les habitants ont migré, mais conservent leur vision pour ce pays et l'exercent dans un autre cadre, avec détermination et conviction. Venons-en aux actualités de la semaine. 3 sommets, CEDEAO, CEAC, UEMOA, CEDEAO en 48 heures. Une première fois pour notre pays et dans toute l'Afrique peut-être. Non, je le dis, un bon citoyen ne peut qu'être fier de ce qui se passe ces derniers mois dans notre pays. C'est quand même étonnant quand vous voyez à l'extérieur certains médias présenter le Togo comme si le Togo était en feu, mais pendant ce moment, de grandes rencontres se tiennent dans le pays. Moi, je suis fier de mon pays.
Je suis fier de constater que notre pays a véritablement renoué avec la communauté internationale. Je suis fier de constater que notre diplomatie est encore plus active, que le président de la République prend assez d'initiatives pour rapprocher notre pays et des autres, pour faciliter l'ancrage de notre pays dans les institutions internationales. Et c'est une bonne chose et bravo au gouvernement, et qu'on puisse continuer dans ce sens. Cela ne fera que du bien à notre pays, cela ne fera que du bien à notre économie. Outre la feuille de route sur laquelle nous allons y revenir en long et en large dans cette émission, qu'est-ce que le Togo a véritablement gagné à travers l'organisation de ces trois sommets? Non, vous savez, c'est un positionnement. Sur le plan diplomatique, notre pays s'affirme et se positionne comme un pays qui réunit les conditions nécessaires pour la tenue de grandes rencontres. Sur le plan économique, je n'ai pas besoin de faire assez de démonstrations. L'économie est une chaîne. Vous voyez que beaucoup de secteurs, quand les gens arrivent dans un pays, beaucoup de secteurs sont touchés, de l'hôtellerie au transport et à la restauration, et tous les autres secteurs sont directement touchés et positivement par l'organisation de grandes rencontres dans le pays. Voilà. Mais on se rappelle qu'après le sommet sur la sécurité maritime, plusieurs services hôteliers ont fermé leurs portes, même en prenant en l'occurrence le sociétaire de Radisson Blu qui est parti. Non, ben écoutez, donc vous voulez dire que c'est le sommet sur la sécurité maritime qui a amené les hôtels à fermer leurs portes? Non, c'est une question d'organisation et de gestion. Et je pense qu'après ce sommet, il y a eu plusieurs sommets, il y a plusieurs réunions qui se tiennent à Lomé, et les hôtels n'ont pas pour autant fermé leurs portes. Mais ce n'est pas seulement Radisson, il y a Palm Beach aussi qui est fermé. Il y a l'hôtel Sarakawas. Palm Beach est fermé, c'est une société privée. Et si Palm Beach est fermé, vous devez chercher à comprendre le problème et non lier ça à l'organisation des réunions au pays. Est-ce que l'organisation de ces trois sommets, est-ce que le panier de la ménagère va sentir un poids par rapport à ces retombées de ces sommets? Non, il faut arrêter de certaines comparaisons. Je dis que l'économie est une chaîne et je ne vais pas me mettre à faire de cette démonstration. J'ai parlé de la restauration. Le restaurateur va chez le paysan pour acheter des vivres. Il va chez le maraîcher pour acheter les légumes. Il va chez l'éleveur pour acheter du bétail. Il va chez l'éleveur pour acheter des volailles. Donc c'est automatique. Ce n'est pas une question à poser. Nous n'allons pas faire des démonstrations économiques sur ce plateau. Hein? Revenons au premier sommet, ce DAO-CEAC, qui s'est axé sur la paix, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Ne pensez-vous pas que l'absence de l'alternance et de la démocratie peut être un obstacle à cette thématique? Je vous en prie, vous dites. Donc, bon, les thématiques sur lesquelles sont axés le premier sommet, CEDEAO-CEAC, sont axées sur la paix, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Donc, je demandais à savoir si l'absence de l'alternance ne peut pas avoir aussi, ne constitue pas un obstacle pour atteindre ou bien pour bien cibler ces thématiques. Oui, bon, c'est une question intéressante. Je vous renvoie à l'exemple du Mali. Il y a alternance au Mali. Y a-t-il alternance au Mali ou pas? Est-ce que c'est pour autant que le pays traverse une situation de paix et de sécurité? Je pense que le problème est mal posé. Il faut, ce sommet, la thématique n'est pas liée à la question d'alternance. Il faut un travail de collaboration entre les pays en termes de renseignement, en termes de disposition de forces et de matériel d'action pour faire face aux défis sécuritaires. Bien entendu, il faut travailler également sur les questions de développement, la lutte contre la pauvreté, pour ne pas favoriser
l'exploitation ou bien la manipulation des jeunes par des groupes terroristes. Vous savez, la pauvreté ouvre la porte à assez de déviance. Mais bon, vous y êtes. À quoi servent ces sommes si nos pays forment des œuvrés ou accentuent la misère sur leur territoire, puisque nous savons que les groupes terroristes, vous venez de le dire, ne se forment ex nihilo? Non, un pays ne peut pas accentuer la misère sur son territoire. Je suis désolé. Tout dirigeant aspire au mieux-être des populations. Si nous sommes aujourd'hui engagés en tant qu'acteurs politiques, c'est parce que nous voulons œuvrer au mieux-être des populations. Et je ne veux pas croire que quelqu'un puisse vouloir gouverner aux destinées d'un peuple et chercher à voir ce peuple dans la misère. C'est peut-être les stratégies, la méthodologie, les stratégies pour bâtir des économies stables en faveur des populations qui souffrent de certains manquements, et aussi l'environnement international lié à notre histoire, notre rapport avec d'autres continents, qui pèse aussi sur nos économies. On parle de la question de monnaie qui revient de temps en temps. La CEDEAO a même mis un comité en place qui travaille activement pour en arriver à une monnaie unique. C'est une réponse à un autre défi en rapport avec nos économies. Mais aujourd'hui, nous remarquons que les Africains, ils pensent que l'Europe ou bien l'Occident, c'est un Eldorado, et c'est pourquoi ils se disent chez eux, ça ne va pas, on va aller trouver mieux là-bas. Donc pourquoi ne pas créer ces conditions chez nous pour éviter à ces jeunes de passer par le Sahara où ils seront à l'échec, ils sont recrutés par les groupes terroristes ou qu'on soit, ils meurent dans la mer. Non, les conditions qui semblent être bien en Europe, je dis bien, semblent être bien, ont été créées au fil de plusieurs années. Ces pays ont réalisé cet environnement-là, ou bien ces conditions de semblant de mieux-être, je le dis, en plusieurs années. Nous devons nous atteler plutôt à éduquer nos populations, à éduquer notre jeunesse, à la détermination au travail, à l'abnégation au travail, à l'amour de la patrie. Et quand vous aimez votre pays, quand vous êtes un travailleur, quand vous avez l'esprit créateur, vous n'aurez pas l'envie d'aller rester ailleurs. Vous serez là tous les jours à chercher à relever les difficultés, à chercher à avancer. Donc c'est ce que nous devons faire. Notre premier défi, c'est l'éducation. Il faut revoir nos programmes même d'éducation scolaire. Il faut une refonte de la formation pour qu'elle soit adaptée aux besoins sur le terrain. Vous savez, dans tous les pays de notre espace, vous entendez dire l'économie est basée sur l'agriculture. Mais allez-y voir dans ces pays-là quelle place on laisse à la formation sur les métiers de l'agriculture. Je vous ai donné un exemple de mon parcours. Quand nous étions enfants, on faisait beaucoup de choses en dehors de la formation. Comme je le dis, j'ai fait la production maraîchère en étant au cours primaire. J'ai appris à élever les lapins, les cobayes, les poules et autres. J'ai appris à tisser la paille. J'ai appris à fabriquer des chapeaux, etc., etc. Mais aujourd'hui, quand tu fais le tour des écoles, tu ne vois pas de ces orientations-là. Donc, il faut que nous puissions revoir le système de formation afin qu'il permette aux citoyens qui finissent son cursus de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir se prendre en charge à travers une activité qu'il connaît. À qui la faute aujourd'hui si le système n'est pas réformé? Non, c'est une responsabilité partagée entre les facteurs internes et les facteurs externes. Je l'ai dit, nous sommes dans un environnement où, sur le plan international, nous avons un système qui n'est pas nécessairement favorable à l'Afrique. Mais entre-temps, j'avais suivi un jeune comédien qui, il a dit
quand on nous apprend que nos ancêtres étaient toujours les Gaulois, ou nos programmes du lycée sont axés sur l'extérieur, l'Amérique, le Japon et consorts, alors qu'il y a des choses à dire sur notre pays. Oui. Donc aujourd'hui, c'est votre parti qui est au pouvoir. Pourquoi ne pas, en tant que membre de ce parti, titiller la hiérarchie à pouvoir essayer de donner tant soit peu une issue à cette jeunesse en matière d'éducation? Non, il y a un travail qui est fait, vous devez le constater depuis quelques années. Vous savez, les gens font le diagnostic, ce n'est pas nécessairement sur les médias. Il y a du travail qui est fait actuellement. Vous allez constater que ces derniers mois, le chef de l'État a inauguré des écoles de formation dans les métiers de l'agriculture. C'est le résultat de certains diagnostics qui sont faits, de certains constats. Et dans plusieurs secteurs également, des initiatives sont prises. Mais pas à la vitesse que nous souhaitons. Et notre souhait, c'est qu'on puisse vraiment, comme le gouvernement l'avait annoncé, en arriver aux états généraux de l'éducation nationale et qu'à ce niveau, on puisse élaborer une vision des Togolais qu'on veut aujourd'hui et demain. Et en fonction de ça, élaborer les curricula de formation. Et il faut ne pas oublier également le PND, le Plan national de développement. Et j'invite chaque citoyen à apporter sa contribution. Le gouvernement a bien fait de diffuser le contenu pour permettre à chacun, dans son secteur, de faire des propositions, afin que nous ayons une base. Le PND est une base d'action gouvernementale. Voilà. Mais n'allons-nous pas de mot en mot? Dans ce pays, on a parlé avant le PND, je pense qu'on a parlé du SCAP, on a parlé il y avait des trucs avant même SCAP. Et quel bilan fait-nous? On a quitté du SCAP, on est aujourd'hui au PND, des mots, mais on ne sent pas un peu les résultats. Non, dire qu'on ne sent pas les résultats, je vous comprends. Quand les problèmes sont énormes, les résultats qui arrivent ne sont pas nécessairement perceptibles. Mais nous, en tant que responsables politiques, nous allons directement aux informations pour voir ce qui est fait. Vous savez, un pays qui a arrêté de travailler pendant plusieurs années, je le dis, le Togo a arrêté de travailler. Depuis les crises politiques de 1990, le Togo a arrêté de travailler. Nous avons redémarré après l'accord politique global en 2006. Et au bout de quelques années, ce que nous avons réalisé comme résultat, les autres pays nous envient. Ça, il faut le dire. Quand vous rencontrez des diplomates, des économistes qui venaient au Togo avant 2006, quand ils arrivent, ils disent mais vraiment le pays a fait des exploits. Mais nous avons encore de gros défis. Et il faut avancer. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour empêcher les crises. C'est à la faveur des crises que nous avons arrêté de travailler. Voilà. Vous avez indexé l'éducation, mais le conseil est un peu amer. Si nous faisons un petit sondage par rapport à la jeunesse aujourd'hui, quand tu les approches en tant que journaliste, tu leur demandes quelle est leur vision pour ce pays, ils te disent, bon, eux veulent voyager pour aller chercher leur bonheur ailleurs. Il n'y a pas un travail citoyen à faire dans les partis afin que ça puisse toucher cette jeunesse? Oui, ça fait partie de la vision qu'il faut élaborer en matière d'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation scolaire, c'est tout un ensemble, c'est un tout. Donc il faut élaborer une vision et la conduire. Cela va également des masses médias. Vous savez, on ne peut pas tout diffuser dans un pays. Il faut qu'à un moment donné, on ait un contrôle sur ce qu'on doit diffuser dans le pays pour transformer la mentalité de mais le média, c'est le quatrième pouvoir. Oui, le quatrième pouvoir, mais il ne faut pas qu'il soit un pouvoir destructeur. Il ne faut pas qu'il soit un pouvoir destructeur. Donc, à un moment donné, nous devons pouvoir avoir un contrôle sur ce que nos populations doivent consommer en termes d'images. Et comme vous l'avez dit, c'est un exemple que vous donnez, les images qu'on montre sur les médias internationaux, quand on veut montrer
l'Afrique c'est la désolation. Quand on veut montrer l'Europe, l'Occident, c'est du beau, c'est le bonheur, et pourtant, nous savons ce qu'il y a. Mais quand même, quand nous voyons un peu nos frères revenir de l'Occident, on sent que peut-être il y a du mieux vivre ailleurs. Oui, justement, c'est parce que vous ne savez pas que vous avez mieux chez vous. Je vous donne en matière d'alimentation. Aujourd'hui, tout le monde commence par prendre conscience que notre alimentation est la meilleure, que c'est notre alimentation qui est adaptée au mieux-être sanitaire. Et ceux qui sont en Europe sont obligés d'en commander directement ici. Et pourtant, il y a quelques années, mais si tu ne consommes pas les boîtes de conserve, si tu n'as pas des huiles de tous ordres chez toi, on te traite de pauvre. Effectivement. Mais si je dois prendre encore l'exemple de l'équipe de la France, nous voyons que voilà des gens qui ont quitté leur pays et qui font la fierté. Peut-être ils ont quitté l'Afrique et qui font aujourd'hui la fierté de la France. Et quand on leur pose la question, ou bien j'étais dans un groupe où il y a également un Togolais qui joue à l'extérieur et qui disait que son enfant ne jouera jamais pour le Togo parce qu'il ne sait pas ce qu'il va devenir. Oui, ça rejoint l'autre défi, je dis encore, c'est le travail d'éducation. Le travail d'éducation. Vous savez, quand le degré de patriotisme est élevé, quelles que soient les difficultés, on ne fuit pas son pays. Chez nous, traditionnellement, on dit souvent, un enfant ne montre pas sa maison, la maison de ses parents avec la main gauche. C'est profond de sens. Alors moi, ce pays peut être dans toutes les conditions. Je me battrai pour qu'il soit meilleur. Merci. Je me battrai pour que ce pays soit meilleur dans des difficultés comme dans le bonheur. Mais aujourd'hui, les jeunes n'ont plus d'espoir et raison pour laquelle ils veulent quitter. Peut-être que la politique influence un peu leur destin. Oui, tout est global. Je dis c'est un tout. Mais la base pour moi, c'est l'éducation. La base pour moi, c'est l'éducation. Si les jeunes sont bien éduqués, s'ils sont bien formés, s'ils ont des activités à exercer, eh bien, ils concevront les choses autrement. Au-delà de ça, on ne peut pas indexer aussi l'intérêt personnel de nos leaders ou bien de nos dirigeants. Vous savez, chaque homme aspire au mieux-être, mais un État crée les conditions pour un mieux-être général. Et c'est ce que nous voulons faire, nous voulons atteindre comme résultat. On est au début, notre pays a déjà pris l'initiative de créer l'INAM. Il y a plusieurs aspects, on aura l'occasion de revenir là, de créer l'INAM, qui progressivement s'étend. Et j'espère que très bientôt, tous les citoyens togolais pourront s'assurer et avoir accès facilement à l'assurance maladie. Donc, c'est progressivement que nous allons nous réaliser. Progressivement que nous allons nous réaliser. Par une dernière question par rapport à la rencontre CEDEAO-CEAC. Est-ce que ces pays membres de ces deux organisations ne doivent-ils pas faire des remises en cause personnelles par rapport à leur à chaque pays? Je voudrais dire, je m'explique. Par exemple, en voyant tous ces phénomènes, c'est-à-dire la paix, où dans nos pays, il y a des crises, il y a la misère, il y a par-ci, par-là. Donc, il n'y a pas des travaux personnels que chaque pays doit faire pour qu'au moins, ensemble, on puisse bannir tous ces maux? Non, seul aucun pays ne peut relever ces défis. Ces défis ont ces difficultés ont des origines diverses et nous sommes appelés à être ensemble pour faire face à ces difficultés-là. Et c'est une bonne initiative que de réfléchir ensemble. Aucune solution unitaire ne peut nous permettre de sortir de ces difficultés-là. Nous allons venir à notre pays. Donc, la conclusion du 53e sommet de la CEDEAO a accouché une feuille de route de sortie de crise.
Alors, votre avis sur les contenus de cette feuille de route? Non, c'est avec satisfaction que j'ai accueilli cette feuille de route de la CEDEAO qui reprend ce que j'ai toujours indiqué aux acteurs politiques dès le début de ces agitations dans le pays. C'est un rappel à l'ordre, en quelque sorte, ou bien c'est un recadrage pour amener tous les acteurs à se mettre sur la voie du respect de la légalité, du respect des valeurs et principes de la démocratie. Donc ces recommandations revêtent en elles-mêmes les valeurs et principes de la démocratie. Pour nous rappeler un peu ces valeurs, tout en faisant des liens avec la feuille de route. Non, en faisant des liens avec la feuille de route nous parle des réformes constitutionnelles et institutionnelles, c'est-à-dire la limitation du mandat présidentiel, qui est un élément important de la démocratie. Le mode de scrutin à 2 tours, qui est un mode de scrutin, à mon avis, plus démocratique, puisqu'il permet d'élire quelqu'un à la majorité absolue. Et la réforme de la Cour constitutionnelle, qui est un organe, une institution importante dans la République. Voilà un peu ces réformes-là qui répondent aux principes de la démocratie. Je parle de la légalité. La légalité, c'est l'appel à aller à ces réformes, soit par voie parlementaire, s'il y a consensus, ou par consultation, par voie de consultation populaire. L'autre voie de la légalité qui répond aux principes démocratiques, c'est l'appel à aller aux élections au plus tard le 20 décembre 2018. Par rapport à la recommandation où les protagonistes doivent trouver, ou bien la question des réformes doit trouver une solution au niveau de l'Assemblée. Pensez-vous qu'on peut y arriver alors qu'il y a de cela quelques mois, ce n'était pas possible? Non, c'est un test d'évaluation du degré de patriotisme des uns et des autres. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à l'ensemble des députés, de faire en sorte qu'une solution soit trouvée à l'Assemblée nationale pour éviter à notre pays plus de dépenses dans l'organisation des élections. On peut faire économie d'un référendum et faire ces réformes-là à l'Assemblée nationale en restant dans un esprit de respect des normes et principes démocratiques, du respect de la légalité. Voilà. Est-ce en ce sens, on peut dire, aujourd'hui quand nous prenons les deux camps, l'opposition comme le parti au pouvoir, on dit, on accuse l'autre. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gages ou bien des garanties pour avoir les 2 tiers à l'Assemblée? Non, qui doit donner ces garanties? On ne sait pas. Non, parce que le gouvernement a déjà montré sa bonne volonté. Et vous allez le constater avec moi que la feuille de route, tout ce que la feuille de route propose comme réforme n'est pas loin des propositions du gouvernement. Il revient à la classe politique de l'opposition de revenir à la raison. Je crois qu'ils se reviennent progressivement à la raison. Quand j'écoute les discours, beaucoup ont pris conscience des erreurs dans la conduite de cette crise. Je crois qu'ils feront un sursaut patriotique pour que ces réformes puissent être votées à l'Assemblée nationale. Il y a quelque chose qui est partagé. Quand nous parlons de la volonté populaire, oui, les Togolais ont besoin de la limitation du mandat présidentiel. Oui, les Togolais ont besoin du mode de scrutin à 2 tours. Oui, les Togolais acceptent la réforme de la Cour constitutionnelle. Quoi d'autre? Les Togolais acceptent l'accompagnement technique de la CENI en vue de l'organisation des élections libres et transparentes. Nous avons tout ceci dans la feuille de route, pas autre chose.
Aujourd'hui, l'opposition pense qu'il y a des insuffisances dans cette feuille de route, donc ce qui peut encore entraver les démarches au niveau du Parlement. Non, mais moi, je n'ai pas vu ces insuffisances-là. Ils ne l'ont pas relevé clairement. J'ai lu le communiqué de la C14. Vous savez, c'est pour ne pas trop... Et je rappelle qu'ils ont mis l'accent sur la transition, la transition où on devait avoir... Non, nous sommes en politique. Hein. Vous savez, quand on a fait marcher des gens pendant des mois, sans résultat, sans pouvoir obtenir ce qui est illégal, le départ du président de la République, et sans pouvoir obtenir une transition qui n'a pas de sens dans notre contexte. Vous pensez que les chefs d'État vont accepter qu'on dise qu'on ouvre une autre transition au Togo? Chacun a une opposition chez lui. Il suffit que des gens sortent dans la rue pour qu'on dise qu'il faut ouvrir une transition. Ça n'a rien de démocratique. Le Togo a connu des élections en 2015. Les gens ont participé à ces élections. Ils ont été battus. Le président actuel est en train de gérer un mandat que le peuple lui a confié. Voilà. Si nous prenons les textes de la CEDEAO, bon, il est inscrit en tant que principe, il est inscrit le principe de l'alternance dans les pays membres. Donc, peut-on affirmer que c'est le Togo seul qui fait exception et le Togo ne fait exception en rien du tout, parce que le Togo n'est pas sorti de la légalité. Le Togo organise régulièrement les élections en fonction des tests en vigueur. Donc, le principe de l'alternance prôné par la CEDEAO ne dit pas qu'il faut décréter l'alternance. On arrive au pouvoir par voie électorale. C'est ce que la démocratie prescrit. Donc, peut-il arriver que UNIR présente un autre candidat en 2020, outre que le chef de l'État sortant, pour surprendre l'opposition? UNIR n'a pas encore choisi son candidat. Et c'est possible qu'il peut arriver que le chef de l'État ne veut plus briguer un autre mandat? Vous savez avec moi que UNIR n'a pas encore choisi son candidat. Le président Faure Gnassingbé demeure un militant de UNIR. Qu'est-ce qui est envisageable dans le Parti bleu au cas où l'opposition accepte d'aller aux élections législatives et les gagne? Oh ben, écoutez, moi je ne vois pas des partis aussi émiettés nous battre, mais vous aussi, soyez sérieux. Vous connaissez mon origine politique. Vous connaissez les origines politiques d'autres personnes qui militent au sein de UNIR. Je vais vous faire cette démonstration sur votre chaîne pour que ceux qui vous suivent puissent comprendre la réalité. La réalité, c'est que le RPT a été dissous, mais a conservé son noyau. Donc, dans le cadre de UNIR, le noyau du RPT est conservé, mais UNIR a ratissé large en plus de ce noyau. Dans la société civile et dans d'autres partis, comme le CAR, l'Alliance et un peu partout. Par contre, vous avez une opposition où vous avez l'ANC, qui est une partie de l'UFC. Vous avez le FDR, qui est une partie du CAR. Vous avez le PNP, qui est une partie du PDR. Je peux vous multiplier des exemples. Bon. Entre un grand rassemblement et les morceaux de parti, dites-moi exactement qu'est-ce qui peut se passer pour que nous puissions perdre des élections. Je doute, nous sommes en démocratie, ça peut arriver, mais pour ce que je vois sur le terrain, c'est notre victoire. Mais on se rappelle qu'en 2013, c'est au nom d'un regroupement que l'opposition est allée aux élections législatives. Oui, ben justement, c'est ce que je dis. Si elle rassurait vraiment, elle allait gagner.
si elle rassurait vraiment, elle allait gagner. Je dis que UNIR est un jeune parti qui se bâtit, qui se construit, même dans la diversité. Dans la diversité interne, c'est un jeune parti qui se consolide davantage au jour le jour. Et aujourd'hui, au-delà des débats à Lomé et dans certaines villes du pays, dans le Togo profond, les populations ont entièrement foi en ce parti. Mais il y a également, quand dans les coulisses on entend qu'il y a un conflit de génération entre les jeunes et les vieux de UNIR. En l'occurrence, il y a le mouvement de la jeunesse et le conseil des sages. Ils sont antipathiques. Oui, mais c'est justement ça qui doit vous attirer encore vers ce parti. Parce que c'est l'expression de la démocratie. Le parti, comme je vous l'ai dit, dans un parti, il faut qu'il y ait des diversités de pensée. Il faut l'émergence des courants. Il faut la contradiction interne pour mieux construire. Et c'est ça, UNIR. Une des recommandations de la CEDEAO est le vote de la diaspora. Votre appréciation, et cela pourrait-il être effectif le 20 décembre? Non, le vote de la diaspora n'est pas nouveau. C'est déjà dans nos tests. Et la CEDEAO a été claire parce que d'autres pays ont l'expérience du vote de la diaspora. C'est pour cela, quand vous lisez bien la recommandation, la CEDEAO dit qu'elle demande d'envisager la possibilité d'organiser le vote de la diaspora. Parce que les expériences ont montré, et l'expérience du Niger est là, que le vote de la diaspora coûte assez d'argent, mais n'influence pas véritablement le vote sur le plan national. La réalité est que il y a plein de Togolais que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur les médias, manifester en Europe, mais qui ne sont plus Togolais. Ils sont soi-disant d'origine du Togo, mais des gens ont perdu leur nationalité pour acquérir la nationalité allemande, par exemple. Tous ceux qui manifestent là, qui ont leur nationalité allemande, ils ont perdu la nationalité togolaise. Allez-y consulter la liste au ministère de la Justice. Combien sont véritablement là-bas et qui peuvent exercer la citoyenneté togolaise? C'est ça la grande question. Non, c'est ça la grande question. Donc, il faut maintenant qu'une étude technique, une évaluation soit faite. Qu'on dise que vraiment, si on organise le vote de la diaspora, cela peut réellement influencer le vote. Mais où ils se trouvent, ils sont toujours dit, même si c'est une personne, il est togolais. Il a ce droit de vote. Si nous avons les moyens de le faire, on peut le faire. Nos pays ont beaucoup d'autres défis. Et s'il ne tenait qu'à moi, je ferais tout qu'on ait maximum 2 élections. Maximum, s'il ne tenait qu'à moi. Parce que les élections coûtent assez de sous qui peuvent vous permettre d'enclencher des actions de développement de taille. Voilà. Et s'il ne tenait qu'à ma seule proposition, il n'y aura qu'une élection présidentielle législative combinée. Une liste unique. Et comme chaque parti présente une liste unique. Le premier devient président de la République et les autres sont à l'Assemblée nationale. Et en plus de ça, les élections locales. Terminé. Mais aujourd'hui, quand nous remarquons un peu la crise socio-politique dans notre pays, ça a été très mouvementé à l'extérieur, c'est-à-dire c'est la diaspora qui a essayé d'accentuer un peu le ton de la crise. Et si aujourd'hui on prive ces gens de leurs droits, n'est-il bon? Est-ce que c'est encore la démocratie? Je vous ai posé la question, je dis, est-ce que ceux qui manifestent peuvent voter? Est-ce que ceux qui manifestent sont encore des Togolais? Certainement qu'ils ont leurs pièces. Oui, mais une évaluation sera faite. Vous êtes journaliste, allez-y demander la liste des Togolais qui ont renoncé à la nationalité. Prenez la liste et regardez ceux qui manifestent. Nous connaissons déjà, on n'est pas nombreux. Hein? On se connaît. On attend de voir. Monsieur Oruna Niatta, la panacée est enfin trouvée pour la crise togolaise. La panacée, non. Vous savez, la démocratie, c'est une construction progressive. Nous allons rencontrer des difficultés. Mais notre qualité
notre capacité à discuter, à trouver des compromis nous permettront de résoudre progressivement nos problèmes. C'est une construction progressive, la démocratie. Et n'attendons pas d'avoir une démocratie toute faite aujourd'hui. Nous devons accepter que nous sommes dans un processus et que nous devons aller de succès en succès. Et avec cette feuille de route, on peut encore retomber dans les erreurs du passé? Nous ne le souhaitons pas. Et c'est pour cette raison que nous invitons les acteurs à faire preuve de patriotisme, à dépasser les intérêts individuels. Et je lance surtout un appel aux acteurs politiques qui ont commencé depuis les années 90. Je leur dis, puisque nous avons fait un parcours ensemble à un moment donné, que leur parcours, leur action a donné un résultat. Ce n'est pas nécessairement en étant président de la République qu'on aura fait quelque chose de bien pour son pays. Leur action a déjà donné quelque chose de positif et qu'ils soient présidents demain ou pas, ils peuvent prendre leur retraite politique. La politique, on l'a fait jusqu'à un moment donné. Il faut être en mesure de prendre sa retraite politique et permettre l'émergence d'une jeune classe politique. Qu'on ne se mette pas en tête qu'il faut aujourd'hui ou que ça casse. C'est très mauvais. Mais je pense que ce conseil va à l'endroit des deux parties. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons sur les chaînes internationales, nous voyons Barack Obama aussi qui fait des tournées. Nous avons vu tout récemment lors des élections du Mali, le président Yahya Boni et le président ougandais qui étaient des observateurs. Donc il y a une vie après la politique. Il y a une vie après la politique et cela, je souhaite que cela arrive au Togo dans de bonnes conditions. Cela arrive au Togo et que le Togo demeure un pays stable. Voilà. Dernier sujet avant de clore cette émission du jour. 286 morts sur les routes togolaises au premier semestre de l'année 2018. Un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière. Votre réaction sur ces accidents de route dans notre pays? Oui, c'est dommage. Hein? C'est dommage. Cela me ramène toujours au problème de l'éducation, de la vision en matière d'éducation. Je ne sais pas ce qui se fait exactement maintenant, mais il faut dire que, je le dis encore, quand nous étions à l'école, nous faisions la prévention routière. On ne faisait pas la prévention routière en classe, mais au bord de la route. On fait la pratique, on regarde en même temps. On regarde en même temps. Et ça nous permettait de connaître la route. C'est vrai qu'il y a le service des permis. Est-ce que ça permet véritablement aux gens de maîtriser à fond le code de la route? Donc, c'est une question d'éducation. Il faut que nous puissions sensibiliser davantage nos populations et continuer par les former sur le code de la route. Je rappelle que 5287 engins ont été impliqués dans ces accidents, dont 63% de motos, 32% de véhicules, 4,9% de taxis, bagages. C'est un peu déplorable. C'est déplorable et je profite de l'occasion pour saluer ce travail du ministre de la Sécurité qui, dans tous les secteurs, essaye à tout moment de rendre compte. Il rend compte au peuple. Il présente la situation pour que nous tous, nous puissions avoir une connaissance des réalités et savoir quel rôle jouer pour aider à sortir des difficultés. Donc aujourd'hui, ce rapport doit interpeller les organisations de la société civile. Bien sûr. Ce rapport doit interpeller les médias. Ce rapport doit interpeller les enseignants. Ce rapport doit interpeller les syndicats de transporteurs. Ce rapport doit interpeller les agents de sécurité qui sont sur les routes. Ce rapport doit interpeller ceux qui sont impliqués dans les travaux publics
Parce qu'il faut dire aussi que par endroit, c'est l'état de la route qui crée des accidents. Je rappelle que ce rapport le rapport a été présenté par les deux ministres du Transport et de la Sécurité. Tout à fait. Donc ce rapport doit nous interpeller tous et nous amener à prendre conscience non seulement de notre comportement sur la route, mais aussi de notre rôle en matière d'éducation et de sensibilisation de nos proches, de nos concitoyens. Monsieur David Ournagnatta, les 55 minutes qui nous sont imparties viennent de s'écrouler ainsi. Un mot de la fin? Non, je tiens à vous remercier pour cette invitation et je souhaite que très rapidement notre pays puisse s'engager dans la mise en œuvre des recommandations à nous faites par la CEDEAO et que dans les brefs délais nous puissions aller à des élections. Nous, les acteurs politiques, ont hâte d'aller à la rencontre des populations. Je souhaite que ces réformes se fassent afin que nous puissions relever le niveau du débat politique dans le pays. Nous ne pouvons pas dans un pays cristalliser le débat autour des slogans réforme, alternance. Et il faut que nous puissions nous retrouver sur les plateaux pour parler agriculture, pour parler économie, pour parler politique de santé, pour parler politique de l'éducation, politique culturelle, politique en matière de sport, politique en matière de tous les secteurs. Parce que les partis, c'est ce que les partis doivent pouvoir proposer aux populations. Il faut qu'on sorte des slogans pour relever le niveau du débat politique dans le pays. Merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Merci également à vous qui nous avez suivis via la télévision E47. L'émission est également disponible sur YouTube, ou bien sera disponible sur YouTube à partir du mardi prochain. Il suffit juste de taper dans recherche Actu 7 sur 7, suivi du nom, Actu 7 sur 7 sur la chaîne E47, suivi du nom de l'invité et vous serez en mesure de regarder toute l'émission dans son intégralité. Je ne saurais vous quitter sans dire un sincère merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la réalisation de cette émission. Il y a Octavio Alagbo, il y a Marc à la réalisation. Merci à vous, chapeau. Et quant à vous, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Au revoir.